BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benaouda Abdelhaim, notre globetrotter, et Eva Jaco aujourd'hui pour nous parler d'un livre ancien, Cendrillon. Vous verrez, mais pas n'importe quel Cendrillon. Et tout de suite, on retrouve évidemment nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives économiques. Et puis Jean-Marc Daniel, à ma droite, professeur émérite à l'ESCP Business School et le critique attitré de la Société d'économie politique. On démarre avec le livre qui est le choix de Christian, le livre de Mariana Mazzucato, Mission Économie, chez Fayard. Parlez-nous de, quand même, Mariana Mazzucato, qui est quand même un peu une star de l'économie qu'on ne connaît pas si bien que ça en France. L'économie anglo-saxonne, elle est moitié italienne, moitié américaine, mais elle est basée au Royaume-Uni et elle défend une idée qui plaît beaucoup au gouvernement, et c'est pour ça qu'elle fonctionne bien, je pense, au niveau mondial, c'est que les gouvernements, les États, ont un rôle très important à jouer pour défendre la puissance des économies. Alors, je dis tout de suite mon petit bémol par rapport à ce livre que je défends. Il y a une petite partie, ou une belle partie même au milieu du livre, dans laquelle elle fait un peu du Rifkin, dans le sens où on ne sait pas trop si elle est en train de nous développer des idées ou de nous faire une plaquette marketing en disant vous, État, et vous, collectivités locales, si vous avez besoin de moi, vous savez, il y a mon labo, n'hésitez pas. Je suis là pour vous aider si des fois vous voulez faire des choses. Mais elle n'est pas prof. Non, pas du tout. Elle gère son. Alors peut-être qu'elle donne il y a un business, Mazzucato. Peut-être elle a des enseignements sûrement. Mais il y a un vrai business de son centre qui est d'ailleurs tout à fait remarquable. Allez sur son site internet, il y a une foule d'études absolument passionnantes. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait dans ce livre? Elle fait la même chose que dans les livres précédents. Elle tire ce fil qui consiste à dire l'État dans l'économie joue un rôle extrêmement fort, extrêmement puissant. Pourquoi le livre s'appelle Mission Économie? Parce qu'elle fait référence à la mission Apollo en disant quand Kennedy lance la mission Apollo, il sait qu'il va mettre des milliards de dollars sur la table, mais il ne connaît pas le résultat. Et donc, l'État va prendre le risque. Un État qui sait prendre du risque dans l'économie, c'est ça qui est important aujourd'hui. Et les impacts, les conséquences en termes d'innovation pour l'économie américaine vont être absolument fabuleuses. Voilà un État qui a su prendre des risques, mettre des milliards, qui n'a pas fait attention. C'est l'argent des contribuables, et puis si on perd l'argent, et puis on ne sait jamais ce que ça va donner. Attention à l'équilibre budgétaire. Non, il a claqué vraiment beaucoup d'argent, et ça a été extrêmement positif. Donc, c'est l'occasion pour le livre aussi de remettre du coup en cause plein d'idées qu'on a dans la théorie dominante. Par exemple, il n'y a que le secteur privé qui crée de la valeur. Non, le secteur privé, oui, crée de la valeur, mais quand il est bien aidé par l'État, et notamment par l'innovation. Est-ce qu'il y a un effet d'éviction pour Mazzucato? Non, il n'y a pas d'effet d'éviction. L'effet d'éviction consiste à dire, plus l'État investit, moins il y a de place pour l'investissement privé. Ça consisterait à penser qu'il y a un niveau fixe d'investissement dans chaque économie. Est-ce que l'un des acteurs fait, l'autre ne peut pas le faire? Pas du tout. Regardez, l'investissement public sert à booster l'investissement privé. Ils sont très complémentaires. Autre mythe, il faut que l'État soit géré comme une entreprise privée. Alors ça conduit à la privatisation. Généralement, ça fait les mêmes services que le service public, mais plus cher. Ça conduit à aller chercher des gens comme McKinsey, dit-elle, sans référence à la France, de manière plus mondiale. Et elle cite une étude qui dit que ça coûte à peu près 1,8 fois plus cher de faire par des cabinets extérieurs ce que des États pourraient faire, des fonctionnaires pourraient faire. Et en plus, l'État, en faisant ça, perd la compétence interne de pouvoir aller sur des sujets. Et puis un dernier mythe, parce qu'il y en a 5-6, je ne sais plus combien il y en a en tout, mais un dernier mythe qui m'a bien plu, ça consiste à dire ok, vous voulez mettre de l'argent public dans l'investissement, mais comment l'État sait choisir les secteurs qui vont marcher ou pas? C'est toujours l'objection. Et on peut perdre de l'argent à le dire. Donc il y a toujours ce fameux exemple de Cylindra, qui est cette société américaine qui faisait des ENR et qui a reçu beaucoup d'argent public et qui s'est planté. Donc ça a coûté un peu plus de 500 millions de dollars aux contribuables américains. Mais elle nous dit, regardez, à peu près en même temps, l'économie américaine, le gouvernement américain a mis aussi à peu près 500 millions de dollars chez Tesla. Et là, ça a marché et tout le monde est content. Ouais. Ce qui ne va pas, c'est que quand il y a un problème, l'État perd tout, mais quand ça marche bien, il récupère rien, alors qu'il a été quelque part un capital risqueur. Donc voilà, tout ça pour nous dire quoi à la fin? Aujourd'hui, on est dans une transition climatique et sociale qui réclame de l'État qu'il n'hésite pas à investir dans plein de choses, y compris si ça ne marche pas pour lutter contre le changement climatique. Il faut que cet État risqueur qui sait mettre de l'argent, il faut le retrouver aujourd'hui. Et même quand c'est un échec, et là elle donne l'exemple du Concorde, même quand c'est un échec, il y a des retombées positives en termes d'innovation qui sert l'économie privée. Et c'est ça les économies fortes, c'est le mix public-privé. Vous avez cité Jérémy Rifkin, il publie un nouveau livre. Je pense que vous n'échapperez pas à nous en faire un compte-rendu, messieurs.
Jean-Marc Daniel. Oui, alors sur ce livre, effectivement, c'est un livre qui reprend ce qu'elle disait dans les livres précédents. D'abord, une remarque sur la traduction. Autant j'étais très favorable et enthousiaste la semaine dernière pour la traduction de Amartya Sen, autant là, c'est bourré d'anglicisme, de contresens. Je pense que les éditeurs devraient faire un effort pour un livre de cette importance pour faire relire la traduction et la remettre au propre. Alors, ceci étant dit, sur le contenu, en fait, le livre est en 4 parties. Ce que dit bien Christian, c'est un peu toute la partie autour d'Apollo. Alors, il y a en particulier une page où il y a toutes les conséquences en forme de graphique, de dessin des conséquences d'Apollo. Et en particulier, j'ai été frappé par le fait que les chaussures Nike sont directement issues du programme Apollo. Donc, elle dit, pour illustrer les propos qu'a tenus Christian, c'est effectivement, vous voyez, il y a une espèce d'osmose entre... Mais cette partie-là, assez vite sombre dans l'anecdote, pour moi, elle est assez peu convaincante, elle l'affirme plus qu'elle le démontre. En revanche, la toute première partie sur les défauts du capitalisme, les 7 faiblesses, là, les 7 mythes, il y en a certains qui sont assez bien vu, en particulier quand elle dit que l'État n'est pas une entreprise, je suis d'accord. Je suis d'accord pour que l'État reste dans son domaine, ne se mêle pas de gérer ce que des entreprises privées peuvent gérer. Elle dit l'État doit avoir d'autres critères que les entreprises. Moi, je suis d'accord. L'État doit rester dans son coin et abandonner tout un tas de secteurs. De même, quand elle dit on est persécuté par l'immédiateté. Maintenant, les comptes sont trimestriels, la comptabilité nationale sort des comptes trimestriels, les entreprises... Or, on perd le sens du long terme, l'obsession du... Je suis assez d'accord avec ça. Après, encore une fois, elle fait des diagnostics. Après, elle rentre dans une idéologie où elle affirme, mais elle démontre assez peu. Et puis, il y a la 4e partie où elle fait un peu plus de théorie économique. En particulier, elle dit, le vrai débat en ce moment, c'est entre ce qu'elle appelle les MFT, la théorie sur les failles du marché, qui suppose qu'on améliore le marché, qu'on rende le marché de plus en plus conforme à la vision idéale que donne la concurrence pure et parfaite. Ouais. Et en face, elle dit, maintenant, il y a la théorie monétaire moderne. Comme elle dit du bien de Stéphanie Kelton, vous savez combien Stéphanie Kelton joue un rôle important. C'est ma chouchoute intellectuelle. Dans votre vie, depuis 2 ans, depuis 2 ans, il n'y a que Stéphanie Kelton. Donc, cette partie-là est assez bien menée, même si, encore une fois, globalement, je trouve qu'il y a une forme de paresse intellectuelle à beaucoup asséner et assez peu construire de raisonnement. Bon, et puis les anecdotes, bon, c'est vrai, Concorde, les Nike, Apollo, Kennedy. C'est plus que des anecdotes. Oui, non, c'est un récit. C'est pas très scientifique, entre guillemets, c'est un récit. Alors, on passe à votre choix, Jean-Marc Daniel. L'art de la guerre dans le business de David Brown, c'est aux éditions Buchet-Chastel. Oui, alors David Brown, c'est un journaliste qui tient des chroniques sur YouTube qui s'appelle Business Wars, où il raconte des vies d'entreprise sous un aspect qui est un aspect des conflits que peuvent générer les entreprises entre elles, de la concurrence, de la façon dont elles se comportent en situation conflictuelle. Donc il en a rassemblé certaines de ses chroniques, d'autres, nous dit-il, sont des textes originaux, et il expertise, il analyse 27 conflits, 27 sagas industrielles autour du livre de Sun Tzu sur l'art de la guerre, d'où le titre. Bon. Alors, d'abord, le cadre intellectuel qui consiste à se référer à Sun Tzu est assez artificiel, ce qui fait qu'il est assez vite évacué. Il est assez vite évacué. Sun Tzu intervient au travers d'une citation au début de chaque chapitre, et puis ensuite il raconte des histoires. Donc, là, en revanche, alors là, c'est bourré d'anecdotes, effectivement, avec des portraits de personnages, c'est assez bien raconté, c'est bien écrit. Il y a des conclusions. À la fin, pour essayer de se dégager de Sun Tzu, la conclusion ultime, c'est une phrase de Clausewitz. On est toujours dans la guerre. D'accord. Bon, donc l'aspect guerre, Sun Tzu, Clausewitz, il faut évacuer. En revanche, les anecdotes, les histoires, les constructions intellectuelles sont à la fois passionnantes et, à mon avis, très illustrative de la façon dont a évolué le capitalisme. Le seul reproche que je ferais, c'est que c'est très américain. C'est-à-dire que y a la seule chose où on parle de H&M et de Zara comme entreprises qui se sont... Mais tout le reste, c'est des entreprises américaines. Et H&M et Zara, c'est sur le marché américain. C'est comment la façon elles se sont confrontées sur le marché américain. Donc, je comprends bien que le site soit orienté vers ça. Ça, c'est un peu la limite du livre. Sinon, c'est un livre qui est passionnant. Christian Chevalier. Je partage en partie ce que vient de dire Jean-Marc. La mise en scène Sun Tzu, on peut l'évacuer tout de suite, ça sert à rien. Les histoires auraient pu être mises dans une case comme dans l'autre. C'est quand même un gros livre. Donc ce qu'il faut surtout pas faire, c'est parce qu'en fait il y a 27 combats, mais en fait il y a plus de 40aine d'entreprises qui sont citées et dont on raconte les histoires. Donc ce qu'il faut surtout pas faire, c'est dire tiens, j'ai 1 heure devant moi, je vais prendre le bouquin parce que vous êtes épuisé par ces récits et ces noms, ces multiplications. Donc il faut en lire 1 ou 2, laisser reposer et puis revenir. Et en même temps, comment il arrive à faire quand même une
quarantaine d'histoires d'entreprise. Vous vous rendez compte le travail énorme. Il y a quand même le chef d'entreprise, ce héros. Hein. C'est que l'histoire est toujours racontée que du point de vue du dirigeant qui peut avoir échoué, mais qui a fait tel choix, qui a fait tel choix. Et si on allait chercher un petit peu ce qui se passait à l'intérieur des entreprises, peut-être que ça aurait pris un petit peu plus de temps. Il y a une extrême qui fait que, bon, c'est pas toujours... Alors, je suis aussi d'accord avec Jean-Marc quand il dit que c'est très américano-centré, toujours très surpris de voir combien ces auteurs américains pensent qu'il n'y a que des entreprises américaines. Alors, il y a H&M et Zara qui sont, c'est vrai, aux États-Unis, mais il y a aussi Adidas. Oui, c'est vrai. Et il y a aussi Nintendo. Et ça, Nintendo, c'est vraiment intéressant. Une entreprise qui est née au 19e siècle et qui faisait des cartes à jouer. Et après, qui va faire des petits jeux d'arcade. Et dans les jeux d'arcade, à un moment donné, ils vont... Je ne sais pas si vous vous rappelez, Emmanuel, ces petits jeux qu'on ouvrait. Il y avait un personnage qui essayait de monter. Le Donkey Kong. Et il y a un singe qui lui lançait des tonneaux. C'est que je l'ai toujours. Mais moi aussi, je crois que j'ai le mien. Et ce qui est marrant, ça vaut très cher, c'est que pourquoi est-ce qu'il a une casquette? C'est parce qu'ils n'arrivaient pas à faire l'animation des cheveux. Et pourquoi il a une moustache? C'est parce que les pixels qu'on avait qui n'étaient pas très précis, dès que vous dessiniez une bouche, ça ressemblait à une moustache. Donc il dit, on va faire une moustache. Et il s'appelait Jumpman, le petit personnage. Et vous savez pourquoi il devient Mario? C'est parce qu'en fait, aux États-Unis, dans des jeux d'arcade, il y a un des propriétaires des arcades qui va dire, vous êtes en retard pour le loyer, qu'est-ce que c'est que ce bazar et tout. Et le gars ressemble absolument au personnage. Et comme il s'appelle Mario, il décide de l'appeler Mario. C'est pour ça que le personnage s'appelle Mario. Dernière petite critique, c'est pour dire que contrairement à Mazzucato qui met bien en scène le fait que le privé ne réussit qu'avec le public, là, le public est complètement évacué, sauf pour General Motors quand il a fallu les sauver. Mais sinon, le secteur public n'existe pas. Le secteur privé vit dans un monde complètement à part du reste de la société, du reste des États, et il n'y a pas de relations politiques. Ça, c'est dommage, ça manque. Par contre, si vous voulez passer un bon moment, vous avez plein de petites histoires à lire. Eh bien, formidable. Voilà, 2 livres importants qui ne vous décevront pas. On retrouve tout de suite notre bibliothécaire Eva Jaco qui nous raconte l'histoire de Cendrillon. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Et on se retrouve avec notre bibliothécaire Eva Jaco. Nous rions parce qu'elle va nous parler de Cendrillon, mais pas la Cendrillon des contes de fées, la Cendrillon de 2007, la Cendrillon d'Éric Reynard. Eva Jaco. Oui, en effet. Alors, Éric Reynard a écrit ce livre pendant la campagne présidentielle de 2007. C'est un roman qui traite des classes moyennes. C'est un réquisitoire sous forme d'analyse du système économique français et une critique de la société et surtout de la bourgeoisie de gauche. Alors, il met en lumière les vies de 4 protagonistes qui ne se croisent jamais, mais dont les histoires se mêlent, se mélangent. On peut citer par exemple Laurent Dalle. C'est un trader multimillionnaire qui s'enfuit après avoir créé un fonds alternatif. Alors Éric Reynard s'est inspiré de ses souvenirs d'adolescence pour créer ces personnages qui sont en quelque sorte ses avatars. Alors il y a ces personnages, mais les acteurs du roman finalement ce sont aussi le capitalisme financier, l'économie du virtuel, la ségrégation sociale, etc., etc. Oui, exactement. Et je vais vous citer une phrase du roman. L'idée fixe des actionnaires, des financiers et des fonds d'investissement est devenue le profit au détriment du bien public. La question de l'intérêt général est désormais totalement subordonnée au rendement du capital. Alors, c'est un roman évidemment sur ceux qui aussi quelque part subissent un petit peu ce que lui appelle les lois du marché. Oui, exactement. Et le point commun des personnages de ce roman, c'est d'avoir un père humilié dans son travail. Alors, comme dans Le Moral des ménages qu'Éric Reynard écrit en 2002, l'histoire débute dans la banlieue, dans les lotissements à l'américaine et ses pavillons. L'auteur étudie l'impact de cet environnement sur ses personnages, sur leur personnalité et leur désir de s'en échapper. Je cite, « Les parents avaient concrétisé leur rêve de devenir propriétaire et acheter une maison d'inspiration californienne située dans un lotissement Lévite, en cours de construction à une 40aine de kilomètres au sud de Paris. » Alors, c'est un schéma assez cyclique dans ce livre. Les héros veulent s'extraire de leur classe sociale qu'ils ont hérité donc de leur famille et dont ils ont vraiment honte. Ici, le rêve américain, c'est un rêve désenchanté. La maison californienne dont on parle, c'est la maison des parents de Laurent Dalle. Elle côtoie des terrains boueux et elle a pour horizon une ligne à haute tension.
Et là, il passe beaucoup de temps à essayer de pénétrer les rouages du monde de la finance, Eric Reinhardt. Oui, en fait, il s'introduit toujours à travers la vie du personnage de Laurent Dalle au cœur des bureaux de la défense. Il analyse les mécanismes du marché. Il livre une vraie description précise du middle office et des hedge funds. Alors, Eric Reinhardt cherche à comprendre les motivations des traders, ces personnages qui sont désignés comme des ennemis. Dernière citation, cet objectif que Laurent Dalle s'était fixé, devenir trader, se distinguer du tout venant du salariat par une fonction prestigieuse, se matérialiser sous ses yeux toute la journée. Alors, en écrivant Cendrillon, Eric Reinhardt, il dénonce cette tendance de la société à vouloir formater les individus à travers les questions de réussite sociale et scolaire, de l'échec et du chômage. Bon, c'est pas la Cendrillon du groupe Téléphone, c'est pas aussi sordide, non. Mais c'est pas la Cendrillon des contes de fées non plus. On est loin du compte. Merci beaucoup Eva Jacot. Allez, on retrouve celui qui nous fait voyager dans le monde entier chaque semaine, notre globetrotter Benaouda Abdelhaim. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benaouda, bonjour. Bonjour. Allez, vous avez décidé cette semaine de commencer par vous intéresser au développement des avions de combat chinois. Oui, lors de son discours inaugural du 16 octobre devant le Congrès du Parti communiste, le président chinois Xi Jinping a avancé un impératif de création d'une armée de classe mondiale. On a un aperçu de cette ambition sous un aspect industriel, stratégique, avec ce document rédigé sous la direction de Gu Songfen. C'est le membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de l'ingénierie chinoise, un très grand spécialiste de l'industrie de l'aviation militaire. Il y a là une récente traduction en anglais de ce texte le plus complet connu dans les limites du secret défense, bien entendu, sur le développement du projet d'avion de chasse chinois, dit de 5e génération, baptisé depuis Jian 20, qui veut dire anéantissement 20. La version originale de ce document date en fait de la fin des années 1990, début des années 2000. On y voit alors toute une volonté de réduire l'écart, je cite, avec les progrès américains et russes qui formaient là les deux balises à suivre. Il était alors requis de viser une capacité de furtivité comparable à celle du F-22 des États-Unis, développer des moteurs à la hauteur, une manœuvrabilité d'ordre supérieur, un grand rayon opérationnel, etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste. On a ensuite les critères industriels de fabrication et un calendrier très précis à 15 ans dans un document censé mener jusqu'à 2021 en fonction des plans quinquennaux propres au système marxiste-léniniste. Nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer sur BFM Business que tout ne s'est pas déroulé exactement comme prévu. Somme toute, il n'y a là rien d'exceptionnel à la mesure d'un programme d'armement d'une telle envergure. La motorisation notamment a posé problème. Il a fallu solliciter une fois encore la Russie. Mais ce document de l'intérieur, dont la revue de Diplomate qui est basée à Tokyo a publié aussi la version originale, demeure particulièrement instructif au regard de l'histoire militaire contemporaine. Ah, vous vous intéressez, Benaouda, ensuite à l'expérience des classes ouvrières avec la gauche au pouvoir en Amérique latine. Oui, alors on sait que le second tour de la présidentielle au Brésil va avoir lieu le 30 octobre, ouais. Avec une possible victoire sur le fil du chef du Parti des travailleurs, Lula Inácio da Silva. Qu'est-ce que les classes ouvrières ont en fait obtenu ou non ? Ouais. Lorsque la gauche est au pouvoir en Amérique latine, la vague rose, est-il écrit ici. Cet ouvrage de recherche très épais, très fourni du Centre d'études pour le développement du travail et de l'agriculture, le CEDLA à La Paz, en Bolivie, s'appuie sur l'expérience bolivienne. Le document qui s'appuie sur vraiment beaucoup de sources traite plus particulièrement des évolutions dans deux villes du temps du gouvernement d'Evo Morales, qui a été au pouvoir. Ouais. C'est le président du mouvement pour le socialisme de 2006 à 2019. L'angle d'analyse est a priori tout à fait favorable, comme le titre l'indique, sans pour autant occulter ce qu'il est advenu. Et c'est à travers toute une démonstration que l'on saisit ici l'importance fondamentale d'une analyse non pas à l'échelle d'un État ou d'un continent, mais de territoire, ouais. De localité. Et cette transformation supposément par le bas qu'a voulu le mouvement pour le socialisme n'a pas été le même à Santa Cruz et à El Alto, qui sont les deux villes les plus peuplées du pays. À Santa Cruz, les relations pragmatiques, verticales, je cite, des catégories ouvrières avec l'État, se sont traduites par une continuité en fait par rapport au précédent pouvoir de droite. Elles n'ont jamais été capables, je cite, encore d'une mobilisation indépendante. Et à cet égard, Santa Cruz est restée à l'écart de
de ce mouvement. Alors qu'à El Alto, les catégories ouvrières étaient au préalable hautement mobilisées, indépendantes, mais le gouvernement a fini là aussi par intégrer leur organisation sociale locale, originale, pour les fondre dans la structure de l'État. L'État prend le dessus sur le mouvement ouvrier, quelle que soit la forme du pouvoir en place. Ce qui n'a pas empêché que la précarité, l'informalité et la pauvreté aient persisté, je cite toujours, pour une bonne partie de la classe laborieuse d'El Alto. Passionnant de descendre à ce niveau concret d'expérience. Et alors, qu'est-ce qui se passe, Benahouda, en milieu de vie dans les nations riches? Alors, ce n'est pas un texte comme tant d'autres qu'on peut voir dans les magazines sur une perception de l'ère du temps, mais vraiment une recherche effectuée par une demi-douzaine de professeurs d'économie aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Singapour, en s'appuyant sur des données très précises de panels portant sur environ 1,5 million de personnes vivant dans les pays membres de l'OCDE. C'est vous dire on a une base sérieuse. Alors, que nous décrit ce travail? C'est un panorama qui montre une incontestable détérioration globale de cette crise spécifique du milieu de vie. Les personnes dans la quarantaine, dans la cinquantaine, se révèlent de plus en plus sujettes, en proportion, à une hausse du stress au travail, à des maux de tête, de la dépression, de la dépendance à l'alcool et aux pensées suicidaires. C'est à 45 ans que, semble-t-il, le niveau le plus élevé d'anxiété au travail se manifeste, avec une tendance à ce que cet âge recule de plus en plus. Donc on est au milieu de vie de plus en plus tôt en réalité. Et dans cette recherche, on peut voir que la contrainte mentale dans ces nations riches touche un pic en milieu de vie indépendamment de la nationalité, de la situation familiale, mais aussi, c'est très important et c'est souligné, du niveau de revenu. En clair, l'argent ne fait pas le bonheur, semble-t-il. Bien entendu, le constat est à affiner en lisant le texte, mais c'est vraiment frappant. Osea Guintela et ses co-auteurs jugent que la gravité de ce problème du milieu de vie, un problème sociétal, fondamental, n'a pas été saisi par les décideurs de ce monde, où ces adultes, écrivent-ils, résident dans certains des pays les plus sûrs et vivent, je cite, à l'ère la plus prospère de l'histoire de l'humanité. Juste une question, Benahouda, on ne parle que de la vie au travail, ou bien ça intègre aussi ça intègre l'ensemble ça intègre la vie personnelle, la vie au travail et plus particulièrement l'effet du stress au travail sur la vie personnelle. Passionnant, passionnant. Merci beaucoup, Benahouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui? Moi, j'ai choisi une étude, en fait, Capitalisme sous perfusion, une étude qui essaye d'estimer à combien s'élève le montant des aides publiques aux entreprises. Alors, il y a plein d'estimations. Ils arrivent entre l'équivalent de 6,5 et 8,5% du PIB, selon que vous rentriez les niches fiscales déclassées ou pas. C'est un travail statistique intéressant. Il y a eu d'autres travaux statistiques. Gérard Darmanin avait dit 140 milliards. Ils arrivent à 157 milliards. On est vraiment autour de 5-7% du PIB, 5-6% du PIB. C'est vraiment ça, c'est énorme. Et ce que montre aussi, ce que vous n'avez pas les autres études, ce que montre celle-ci, c'est que de 1979 à aujourd'hui, ça a explosé, et surtout depuis le début des années 2000. Toutes les réflexions sur le néolibéralisme, le retrait de l'État, il y a des choses intéressantes là à comprendre sur, encore une fois, l'imbrication entre le public et le privé. Enfin, le cercle vicieux, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'aides aux entreprises parce qu'il y a aussi beaucoup de fiscalité. Ça, c'est votre conclusion à vous, c'est pas celle de l'étude. C'est pas oui, en tout cas, c'est pas celle de l'étude. Je me doute bien. Je rappelle juste le classement de la fiscalité mondiale qui est sorti aujourd'hui dans les grands pays. La France, 38e sur 38. Bon, voilà. C'est le grand discours. Les entreprises reçoivent 140 milliards, mais elles paient aussi 140 milliards. Donc on pourrait regarder ça d'un peu plus près. Supprimons les deux, Jean-Marc, vous êtes d'accord? Oui, c'est d'ailleurs. Pourquoi pas? Mais bien évidemment. C'était d'ailleurs une de mes chroniques dans les Échos que j'invite les auditeurs à lire. Dans votre livre, il est fort. Dans mon livre, allez jusqu'au bout, Jean-Marc. Vivement le libéralisme, qui rassemble mes chroniques dans les Échos. Alors, et c'est pas le seul livre qui vient de sortir en plus. C'est dans ce livre qui vient de sortir, votre bouquin. Ah oui, mais il en a sorti un autre de plus. Il y a le Physiocrate. Comment faites-vous pour faire tout ça? Bon, en attendant, Jean-Marc, je ne voudrais pas être désagréable, mais le pays qui ne se réjouit pas forcément d'avoir versé dans un libéralisme à tout crin, c'est le Royaume-Uni. Oui, c'est le Royaume-Uni qui est dans une passe difficile, mais vous savez, en tant que Bordelais, j'ai confiance. Ils vont s'en sortir. Pour savoir et comprendre comment ils vont s'en sortir, il faut lire le livre de Pauline Schnapper, La politique au Royaume-Uni, qui est dans la collection, c'est un repère dans la collection des repères de la découverte. Donc c'est un livre très intéressant qui raconte ce système de la démocratie britannique que l'on croit connaître et en fait qui réserve énormément de surprises et qui est aussi très marqué par la tradition. Elle montre bien le rôle que jouent des décisions qui ont été prises sous les Plantagenets, qui ont été prises au XVIIIe siècle. Elle explique ça assez bien et ça permet de comprendre ce qui va arriver à Liz Truss bientôt.
Bon, et moi je termine avec un petit livre absolument formidable. C'est une nouvelle édition, le livre de Jean-Michel Hougourlian. Ça s'appelle Le travail qui guérit chez Plomb. Jean-Michel Hougourlian, il est psychiatre et il s'est immergé dans les usines apprenantes de la fondation Amipi. Il y en a 6 en France. Elles fabriquent du câblage électrique et leur particularité, c'est que tous les opérateurs sont des handicapés mentaux, trisomiques, autistes et autres maladies mentales. Eh bien, il regarde comment ça se passe et c'est un récit absolument extraordinaire. Et la conclusion qu'il fait, c'est que à l'hôpital, ces gens qui travaillent dans les usines seraient des légumes. L'usine réussit là où la psychiatrie a échoué. Je trouve que c'est un très beau récit, c'est une très belle leçon. Alors c'est pas facile tous les jours, vous le verrez dans le livre, mais c'est vraiment un livre passionnant et émouvant. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, évidemment, bonne lecture.